Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous présenter une initiative dont est à l'origine la coordination contre le racisme et l'islamophobie et Gilles Devers, son avocat. Donc peut-être avant de commencer à rentrer dans le sujet qui concerne la loi du 15 mars 2004, présenter en quelques mots Gilles Devers, qui est l'avocat de CRI et de Résistance Palestine, entre autres. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres associations et d'organisations qui l'ont sollicité, et on le remercie d'avoir bien voulu prendre en charge, en tout cas, et s'engager avec nous et d'autres sur deux causes qui sont mal défendues, en tout cas mal prises en compte par le droit, par la justice et par les organisations de défense des droits de l'homme et organisations militantes pour l'égalité de traitement, etc., que sont la question de l'islamophobie et la question palestinienne. Donc on a échangé avec lui sur la situation préoccupante de l'islamophobie en France, qui commence à être reconnue simplement du bout des lèvres, et on se demandait, comme on l'a fait pour la Cour pénale internationale sur la question palestinienne, comment on peut pousser le droit, j'allais dire jusqu'au bout, en tout cas explorer toutes les pistes du droit pour faire abolir cette loi islamophobe dont on souhaite l'abrogation. La loi du 15 mars 2004, dite loi sur le foulard, familièrement parlant, c'est une loi contre les signes ostensibles à l'école, mais dont tout le monde sait que c'est la loi contre le foulard qui a été votée. Donc nous, voilà, on va donner la parole à Gilles pour qu'il nous parle du contexte. Donc à quel moment, dans quel contexte est apparue cette fameuse loi du 15 mars 2004 ? Très bien, eh bien, cette loi, il faut bien voir déjà que c'est vraiment une bizarrerie, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on trouve cela. Donc on peut toujours penser qu'on est les seuls à avoir raison, mais quand on est les seuls, on peut peut-être se dire qu'on est les seuls à avoir tort. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que maintenant, tout le monde vous dit mais cette loi, c'est évident, c'est comme cela, c'est la France, et ça ne peut être que comme cela. Mais auparavant, et c'est pas si vieux que ça, jusqu'en 1900, jusqu'à la loi, la réponse était entièrement inverse, et elle était en revanche celle des règles universellement pratiquées. Voilà, donc la question, c'est pourquoi on en est arrivé à cette inversion et à ces règles qui étaient pratiquées en France. Alors ça avait démarré en septembre 1989, affaire du collège de Creil, où deux jeunes filles, deux jeunes lycéennes s'étaient présentées en portant un foulard. La République n'avait pas tremblé, mais alors médiatiquement ça avait été une déferlante. Et le ministre, je passe les étapes, avait dit moi il me semble que les signes religieux ça fait partie de la vie, et puis par ailleurs le ministre savait qu'il venait de voter un an plus tôt la loi sur la liberté d'expression dans les lycées et collèges, cette loi qui était liée elle-même à des mouvements qu'il y avait eu, en disant attends, c'est des jeunes, ils existent, bon. Donc il disait il y a la liberté de religion d'un côté, on ne peut pas l'interdire, la laïcité est là pour protéger, et puis par ailleurs il y a cette loi sur la liberté d'expression dans les lycées et collèges. Donc en gros le ministre pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de marge, mais au lieu de prendre la décision lui-même, il demande l'avis du Conseil d'État, ce qui est possible, vu que le Conseil d'État c'est aussi le Conseil de l'État. Et le Conseil d'État rend son avis en 1989 pour dire, oui, effectivement, comme on fait dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que les signes religieux font partie de la religion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion si on doit la garder uniquement en intime, l'expression fait partie de l'expression des convictions, c'est pas à la loi, c'est pas au juge, c'est pas à l'administration de qualifier le sens de ces convictions, on doit en prendre acte, c'est tout. Donc est-ce que c'est religieux ou non? C'est-à-dire que si c'est pas religieux, mais que c'est, je sais pas, une curiosité de venir s'habiller avec une cravate jaune ou quoi que ce soit, voilà, on passe pas n'importe quel caprice, mais incontestablement, si c'est lié, si ça se situe dans la mouvance religieuse, il faut en prendre acte, et les limites, on peut les poser, on peut toujours poser des limites, et limiter la liberté de religion, il faut bien qu'on soit d'accord, ça ne pose aucun problème, mais en revanche, on le fait avec méthode, et en l'occurrence, c'est le trouble à l'ordre public, c'est-à-dire ce que l'on gêne pour les autres. Bon, et comme on est au lycée, il y a une exigence de plus, c'est l'assiduité au cours.
Donc c'est ce que répond le Conseil d'État. Et alors franchement, le Conseil d'État n'avait pas innové parce que c'est ce qu'il faisait auparavant sur d'autres domaines et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Donc évidemment, si tu me dis demain, on a une étudiante, on a une lycéenne, mais elle refuse de participer à certains cours, je dirais, écoute, ça va mal se passer. Si elle va là-bas et puis que c'est pour faire de l'agitation et autres, c'est dire, écoute, on n'est pas au lycée pour cela. Mais donc s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public et assiduité au cours, l'expression des convictions religieuses est un droit de la personne. Alors pourquoi cette loi, du coup? Alors la loi, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on vit maintenant avec l'idée que la loi elle est inhérente à la République. C'est entièrement faux, vu qu'on voit déjà d'après les dates qu'entre 1989 et 2004, on a donc vécu avec le régime ancien, qui a eu des procédures, que le Conseil d'État a toujours maintenu cette décision, et que même s'il y a eu des petites tendances de ceci et de cela, ça marchait. Voilà. Et ça marchait d'autant mieux qu'il y avait, je pense que les gens s'en rappellent, une médiatrice qui avait été nommée. Parce que, Hanifa Cherifi. Voilà, parce que pour surveiller les Arabes, les musulmans, il faut quand même toujours un agent spécial. Hein, et elle-même, elle disait, je vais bientôt être au chômage, parce qu'il n'y a plus de problème. C'est la dernière année, il y avait eu au total 10 conseils de discipline. Et je ne dis pas 10 exclusions, on n'a pas le détail. Mais elle disait, voilà, ça discute, ça se passe correctement, et tout était bien, voilà, c'est bon. Et alors, pourquoi l'affaire reprend? L'affaire reprend, donc on voit bien, si vous voulez, moi ce que je veux souligner, c'est que ça correspondait à la tradition du droit. Et deuxièmement, c'était parfaitement entré dans les mœurs et dans la pratique. Alors pourquoi? Ça vient, c'est une pure construction juridique qui vient à l'époque, ce qui est surprenant, mais ça vient à l'époque de l'UMP, et donc d'un jeu entre les Chiraciens et Sarkozy. Et alors, ça surprend maintenant, parce que dans la politique, c'est comme c'est comme les girouettes, quoi. La girouette est toujours stable, mais c'est le vent qui tourne, quoi. Donc après, les jeux sont inversés. Mais à l'époque, Sarkozy était contre cette loi. Et vous avez beaucoup d'articles de presse qui le disent. Pourquoi? Parce que Sarkozy, lui, il était ministre de l'Intérieur, et il voulait devenir président de la République. Bon, donc quand tu es ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que tu t'occupes? Du bleu marine. Et puis, si tu veux rentrer un petit peu dans le social, dans la société, dans la vraie vie, il n'y a pas grand-chose. Il y avait 2 dossiers, c'était la Corse et la religion, qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Tu ne peux pas aller parler de, je sais pas, de... Bon. Alors la Corse, il s'en était occupé, il y a eu un résultat moyen, on va dire, et puis il prend la religion à bras-le-corps, et donc il remet en route ce qui était déjà pratiquement fini, qui était le CFCM. Bon. Et donc il fait ce qui a été présenté avec tout ce que je veux, pour dire que c'était vraiment une réussite de Sarkozy que d'avoir réussi le CFCM. Il avait le monde arabe avec lui, et donc sous-entendu, le monde arabe, les musulmans, les Africains et tout ça, ça va me faire une piste d'envol. Et donc, qu'est-ce que font les caciques de l'UMP, Juppé en tête, je veux dire Juppé en tête, Chirac, etc., c'est de dire, eh bien, on va le prendre sur ce terrain-là en le mettant en porte-à-faux sur un sujet. Et donc, ils ont inventé cette question de dire, voilà, la laïcité, c'est la neutralité pour l'école, il faut plus ceci, il faut plus cela, et donc confondant en fait la neutralité du service public pour ceux qui sont fonctionnaires de celle des usagers. Et quand on regarde la presse à l'époque, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a plusieurs déclarations de Sarkozy disant il ne faut pas le faire, ça va stigmatiser la communauté, en plus il n'y en a pas du tout besoin, s'il y a des choses elles s'arrangeront toujours mieux par le dialogue, et pourquoi on crée un modèle spécial pour la France, et l'UMP qui commençait ce qui est maintenant le délire en disant voilà laïcité qui se planque, etc., et on va s'occuper de ce qu'il y a dans vos têtes, etc. D'où la surenchère islamophobe de Sarkozy, alors par la suite. Et ensuite voilà, et Sarkozy, pendant un temps exilé, puis au bout d'un moment on lui a dit alors dis donc qu'il y avait eu un fameux congrès où il était pris à partie comme ça. Tout à fait, à l'UOIF, oui, au Bourget. Voilà, et donc là, lui, il a fait. Alors, au Bourget, il a commencé à donner la contrepartie là-dessus. Ensuite, il y a eu des instances à l'UMP, un congrès public de l'UMP, où il est pris un peu à partie publiquement en disant alors, donc, on fait une loi pour garantir la neutralité école et tu serais contre? Il dit, je ne suis pas contre, je suis pour. Et donc, à ce moment-là, il y est allé. Mais tout le monde sait que c'était un coup monté pour embêter Sarkozy, qui avait, a priori, je ne sais pas quel était l'impact réel, une certaine réussite dans le monde arabo-musulman français. Et donc c'est une création artificielle. Avec un certain nombre de lobbies quand même laïcards qui mais ils se sont déchaînés. Ils se sont déchaînés à partir de là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est le seul moment où on a inversé le sens de la laïcité. C'est là que ça se passe. On inverse le sens de la laïcité. La laïcité, c'est une mesure de protection de la diversité religieuse, et l'État se tient à distance de tout le monde pour vérifier que tout le monde mette sa vie comme il le veut. Un principe de fonctionnement juridique transformé en valeur fondamentale de la République.
à laquelle on est censé adhérer. C'est ça, sauf que, attention encore, il faut être plus précis, parce que le principe de laïcité, moi, en fait, on parle beaucoup de ce mot, laïcité, qui est entendu comme un truc anti-religion, mais c'est absolument pas ça, c'est absolument pas ça. Vous avez un modèle européen et international de la liberté de religion. En France, on l'appelle laïcité, ça joue sur quelques points précis, qui sont uniquement deux importants: la propriété du patrimoine, le patrimoine immobilier, qui doit rester privé, et ça a déjà tout changé parce que la plupart des églises sont publiques. Le statut du personnel, qui par contre le personnel reste privé, c'est qu'il y a peu d'ecclésiastiques fonctionnaires, si ce n'est aumônerie, etc., etc. Et les fonctionnaires. Mais pour tout le reste, c'est un système de garantie qui est exactement le même que dans tous les pays qui pratiquent la liberté de religion. Donc on te crée un mythe laïcité, et dans la réalité, non. Donc, en ce qui concerne les affaires, les plaintes, les recours qui ont été menés par les familles, par les jeunes filles qui portent le foulard, on sait qu'il y a 2 dossiers, je crois, qui sont arrivés, à travers toi ou d'autres de tes confrères, à la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui est censée être, je vais dire, protectrice des droits dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme? La Cour européenne, elle est protectrice des droits, et elle a fait beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont, mais objectivement, sur la liberté de religion, tout le monde voit qu'elle navigue à la godille, et que selon les traditions, selon les pays, il y a vraiment des décisions extrêmement élastiques, c'est-à-dire que les décisions rendues sont très très floues, et on ne retrouve pas les principes qu'on trouve sur d'autres secteurs. Alors, en ce qui concerne le foulard, non, c'est-à-dire qu'en France, c'est le foulard qui est plutôt banni, mais par exemple des écoles, pourquoi il ne faut pas de signe religieux, etc. Donc ça marche. Et en Italie, ils ont le crucifix dans les écoles publiques. Et on dit, ah oui, mais il y a une tradition du pays, donc ça peut passer. C'est-à-dire qu'il faut considérer que la Cour européenne des droits de l'homme, qui gère, j'allais dire, qui a sous sa juridiction 48 États, dont la Turquie, dont la Russie, dont, elle est sur un point comme cela, elle sait pas, ça reste flou. Voilà, ça reste flou. Donc en pratique, les recours ont été faits par des Français devant la Cour européenne, qui a très rapidement rejeté les recours, et avec une motivation vraiment qui n'est absolument pas convaincante. Ils l'ont fait dans le cadre d'une procédure d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas examiné au fond, donc il n'y a pas eu d'audience contradictoire. Et ce qui choque le plus, c'est que quand il y avait eu le vote, il a fallu, je dirais, à la société française quand même lui faire, pardonne-moi l'expression, mais je dirais des grosses piqûres, parce qu'il fallait passer d'un régime de laïcité qui était la vraie à une autre inventée, fantasmatique. Donc ils ont créé une espèce de cérémonie qui s'appelait la commission Stasi, qui était une commission d'enfumage, parce que la commission Stasi a pondu un rapport de 60 pages qui est rédigé avec les pieds. Il n'y a pas une note de référence, rien du tout, c'est simplement des comptes rendus d'audition. Il n'y a pas d'études de terrain, pas d'études juridiques, pas de... Bon, bref. Mais là-dedans, ils voulaient faire consensus, montrer, tu vois, tout le monde est avec nous, tout le monde est avec nous. Et notamment, ils ont fait venir M. Costa. Et Costa c'est un ancien conseiller d'État, qui était vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme à l'époque. Et donc le truc, c'était de dire, si on fait cette loi, est-ce que la Cour européenne va dire oui ou non? Donc la seule chose que devrait dû faire Costa, qui était vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est de dire, vous me convoquez, mais je ne suis plus conseiller d'État, je ne suis plus citoyen, je suis dans une fonction juridique, je rends des jugements tous les jours. Donc je ne vais pas aller me prononcer à l'avance sur une loi que vous êtes en train de voter, quoi, pour vous dire, en gros, faites-le. Or, il s'est complètement lâché, vu qu'on sait qu'il était tout à fait partisan de loi pour mater un peu cette religion qui, d'après lui, ne vient pas assez d'ici. Il l'a expliqué sur d'autres choses. Et ensuite, la loi est votée. Quand les recours sont faits, c'est lui qui est plus vice-président, il est devenu président de la Cour européenne. Donc on dépose dans les mémoires des recours, dans les recours que l'on fait, en disant des cours européennes, il n'y en a qu'une. Donc il y a un président, donc on va faire avec. Mais vu que on souhaite que ça soit le plus indépendant possible, on vous demande de surseoir à statuer. De toute façon, il y a beaucoup de retard à la Cour européenne pour que M. Costa ait fini son mandat. Et puis les juges n'aient pas cette pression du président de la Cour qui a déjà dit publiquement que lui, il validerait la loi. Un parti pris. Voilà, c'est ça, l'impartialité. Et évidemment, avec beaucoup de regrets, ils n'ont absolument pas tenu compte de cette remarque qui était pourtant dans le mémoire avec des arguments. Ils n'y ont pas répondu et ils ont jugé l'affaire. C'est-à-dire qu'effectivement, M. Costa avait donné son avis, l'avis de la Cour avant la loi. Et quand la loi était votée, il s'est dépêché de dire c'est bon. Et puis donc sur le plan européen, c'est planté. Mais les décisions sont vraiment pas satisfaisantes du tout, c'est certain, on fait avec. Est-ce que ça explique le fait que les Sikhs, par exemple, ne soient pas passés par ce canal-là et qu'ils aient saisi l'ONU? Alors, il
il faut bien voir qu'on connaît les recours, mais pas tous. Donc il y a peut-être des sites qui sont passés à la Cour européenne aussi, et puis qui ont perdu dans le fracas, parce que la Cour rend quand même un très grand nombre d'arrêts. On ne les connaît pas tous. Bon, mais on connaît tous la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU, voilà, qui a sommé la France de revoir la loi et d'indemniser le site. Alors il faut peut-être préciser le Comité des droits de l'homme de l'ONU ce que c'est, parce que c'est pas si simple, et très souvent les gens confondent avec le Conseil des droits de l'homme. Alors ils disent ouais, mais le Conseil des droits de l'homme c'est de la politique. Le Conseil des droits de l'homme c'est une partie de l'Assemblée générale de l'ONU, qui traite plutôt de la question des droits de l'homme. Effectivement, c'est les États qui sont au Conseil des droits de l'homme. Alors, des fois ils statuent eux-mêmes, des fois ils missionnent des experts, bon, mais c'est pas une juridiction, voilà, c'est sûr. Là, on n'est pas sur le Conseil, on est sur le comité. Le Comité des droits de l'homme, c'est une juridiction dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que les gens ont des gardes, et ceux qui statuent ne sont pas du tout les États, ce sont des juristes professionnels, souvent d'anciens magistrats, qui ont tout un pédigré et qui ont un statut d'indépendance. La procédure, c'est exactement la même que devant un tribunal ou devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il statue non pas par rapport à un texte qui est hélas pas assez utilisé par les défenseurs des droits de l'homme, qui est le Pacte des droits de l'homme de 1966. Voilà. Et c'est un pacte qui dit à peu près la même chose que toutes les grandes déclarations de droit, et notamment il est très proche de la Convention européenne, mais il est ouvert à toutes les signatures, et donc c'est ce qui est très intéressant, c'est que le pacte de 1966 doit être ratifié par peut-être 160 ou 170 États. Dont la France. Dont la France, mais tu n'as plus le côté droit occidental, qui est vraiment une véritable pollution des droits de l'homme, c'est-à-dire on dit voilà les droits de l'homme, et quand tu regardes un peu l'étiquette, attends, c'est pas les droits de l'homme, c'est les droits des pays occidentaux, qui font que par exemple Israël reste puissance dominante, et qu'on dit Palestiniens c'est pas ce qu'on va faire, donc ton droit occidental ne marche pas. Donc on a dit, les Sikhs sont passés par le Comité des droits de l'homme, et apparemment ils ont obtenu gain de cause en tout cas. Voilà, alors il y a peut-être des Sikhs qui sont passés par la Cour européenne, mais on sait d'autres sont passés par le Comité des droits de l'homme, et ils ont eu un très bon résultat par une décision du 4 décembre 2012 qui remet tout en cause. Voilà, c'est donc notre cheval de bataille. Qu'est-ce qu'elle dit? On peut rappeler ce qu'elle dit quand même, cette recommandation. Alors elle est très intéressante parce que elle se situe exactement dans les situations qu'ont vécu toutes les personnes, c'est-à-dire c'était un étudiant brillant, un lycéen très correct, très bon résultat, attentif, lycée de Bobigny, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Bon, il est sikh, donc il a un turban qu'il avait un peu aménagé, mais on ne lui reproche rien, il se tient tranquille comme tout, mais il y a ce signe religieux, donc il se trouve exclu. Voilà, c'est tout. Alors après, il est allé s'inscrire dans le privé, puis il a dû poursuivre ses cours, et évidemment, on n'a qu'une vie sur Terre, donc on cherche à réagir. Et le Comité des droits de l'homme, donc, répond en disant le fait que vous vouliez faire une loi parce que vous voulez donner une certaine teneur marquée par vos traditions dans le pays, pourquoi pas Saisi directement par l'avocat du sikh, comment? Oui, c'est ça, mais donc le Comité des droits de l'homme dit si vous voulez faire une loi, pourquoi pas, mais en revanche, la loi ne peut pas amener à ce résultat où on remet en cause la liberté de religion, l'autorité parentale, le droit à l'éducation pour un élève qui est assidu au cours et qui ne trouve pas l'ordre public. C'est-à-dire que, si tu veux, on se retrouve exactement à l'avis du Conseil d'État de 1989 et à toute la tradition. C'est pour montrer, ça montre à quel point cette loi de 2004, c'est vraiment un artifice. Et ce qui est grave, c'est que cet artifice, après, a fait consensus, comme si c'était devenu ça la référence, c'est-à-dire une laïcité de relégation. Donc le comité a demandé à ce que la France indemnise le jeune et qu'elle revoie sa loi. Voilà, c'est ça. Alors il faut peut-être bien préciser le comité, parce que c'est pas toujours très bien connu. Et notamment, les gens confondent avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est une partie de l'Assemblée générale, c'est un certain nombre d'États de l'Assemblée générale de l'ONU qui siègent à Genève, ils travaillent par eux-mêmes, ils prennent des résolutions, le plus souvent ils passent par des experts. Mais donc c'est une instance qui est de type politique. Bon, le Comité des droits de l'homme n'a rien à voir, ça a tout d'une juridiction, sauf qu'il ne rend pas des condamnations explicites. Mais c'est toute une juridiction, c'est-à-dire qu'il y a un texte qu'on applique, qui est le pacte de 1966, ratifié par plus de 170 États sur la planète, donc c'est vraiment un texte de consensus, qui dit à peu près la même chose que la Convention européenne des droits de l'homme, mais ouvert au monde, donc on n'est plus sur le droit occidental, c'est vraiment le droit universel. Il y a des personnes qui statuent, qui sont des juristes de haut niveau, le plus souvent des magistrats,
qui ont des épreuves de sélection, des procédés de sélection très ardus, hein, bon, et une procédure contradictoire comme dans un procès et un jugement qui est rendu comme dans un procès. La seule différence, c'est que à la fin, on dit, le Comité des droits de l'homme dit qu'il y a violation du droit et que le pays doit faire cela, mais il n'y a pas le mot condamne. Voilà. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que les États sont quand même toujours un peu chatouilleux et que quand on construit le mécanisme des droits de l'homme, on se dit, ben, si on évite le mot condamne et que ça permet d'avoir 160 pays qui signent le même texte, tu vois, c'est un peu une démarche diplomatique, alors que si tu dis que tu te fais condamner à payer des dommages et intérêts, les gens vont dire signe pas, finalement les droits de l'homme restent en recul, donc on cherche à amener ici. Mais ce qu'on défend, ce qu'on analyse, c'est que le fait qu'il n'y ait pas le mot condamne ne change pas vraiment la nature des choses, parce que c'est une démarche volontaire que de signer le pacte de 1966 et le protocole qui permet à des particuliers de saisir directement le pacte. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire l'un et l'autre, tu peux même faire rien du tout ou ne pas saisir au cours. Donc c'est comme un contrat. Tu t'engages quelque chose par contrat en disant tu respecteras. Oui, j'ai respecté. Donc en fait, la condamnation, elle n'est pas prononcée formellement, mais elle est liée au fait que la France, elle a une signature. Quand elle a ratifié, elle a dit qu'elle s'engageait à prendre en compte les décisions du Comité des droits de l'homme, donc elle devrait le faire. Donc la coordination contre le racisme et l'islamophobie a décidé, si je puis dire, de rentrer dans cette brèche avec l'intermédiaire donc de Gilles Devers pour attaquer la France, pour essayer justement de faire aboutir une procédure qui irait jusqu'au Comité des droits de l'homme. Donc là, l'objectif, ce serait quoi alors concrètement entre nous pour pouvoir justement faire arriver cette plainte au Comité des droits de l'homme? Écoute, moi je crois qu'il faut avoir des principes clairs. Le droit, des fois, c'est un peu compliqué, mais il faut des bases qui soient claires. Soit c'est la loi de la jungle, soit c'est la loi. Voilà, bon. Et quand il y a des enfants, on leur explique, force de rester à la loi. C'est comme ça. Bon, donc si la loi ne te plaît pas, tu peux la changer, mais la seule manière de vivre en société, c'est de respecter la loi. Point. Voilà, c'est comme ça. Alors la loi, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le droit, vu que les textes internationaux ont une valeur supérieure à la loi. C'est comme une loi et un décret. Le texte international et la loi. Donc la loi doit respecter le droit international. C'est une garantie fondamentale pour que les États ne fassent pas n'importe quoi dans leur coin. Voilà, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il y a toute cette construction internationale, encore une fois, qui est volontaire. Je peux te trouver des États, je ne vais pas focaliser sur celui-là, mais par exemple la Corée du Nord, qui ne signe rien. Dans ce cas, elle fait ce qu'elle veut dans son coin. Je te signe un autre État qui s'appelle les États-Unis, qui ne signe rien. Ils rendent une justice tribale sur des règles coutumières, en refusant tout contrôle international. Ils ne signent pas le pacte de 66, ils refusent la CPI, ils veulent foutre le bazar dans le monde, ils t'expliquent qu'ils défendent les valeurs universelles, mais ils sont sur un système tribal, comme cela, avec un chef sorcier qui dit « moi je vais te rendre la justice ». Bon, Poutine, tu lui trouves des torts, mais excuse-moi, Poutine, il a ratifié la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a des procès, il se soumet à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais donc il y a des États sauvages comme cela. Bon, mais il faut dire qu'un État comme les États-Unis, qui est encore en territoire occupé chez les Indiens et qui refuse même de les indemniser, il ne faut pas s'étonner qu'il ait des visions perverties des choses. Mais pour revenir sur la procédure contre la France, qui a quand même voté cette loi, qui reste une loi tsunami islamophobe, qui a déferlé aujourd'hui et qui a contaminé l'ensemble de la vie sociale, politique, économique, comment donc on va procéder ? Eh bien, on reste tout à fait dans cette logique, c'est-à-dire force doit rester à la loi, c'est-à-dire au droit auquel tu t'es engagé. Donc on va assigner. Alors pour le moment, et il faut bien voir aussi une chose, c'est que le Comité des droits de l'homme est un organisme extrêmement sérieux, méconnu en France, c'est une chose, mais extrêmement sérieux. À partir du pacte, il publie nombre de décisions, c'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence qu'il faut aller sur le site de l'ONU pour la trouver. Elle est traduite dans de nombreuses langues, on peut l'étudier. Et par ailleurs, outre ces décisions individuelles de jurisprudence, il publie aussi ce qu'on appelle des observations générales, c'est-à-dire que voyant comment les choses se passent, ils font des espèces de conclusions générales. Et il y a notamment une observation générale sur comment est-ce que les États doivent respecter les décisions alors qu'en signant, ils se sont engagés à les respecter. Donc c'est pas moi qui invente un système, je fais simplement que mettre en œuvre ce que le Comité des droits de l'homme a mis en œuvre en disant ok, il n'y a pas le mot condamnation, mais quand même pour que ça avance, il faut que les États respectent leurs engagements. C'est-à-dire que si la France ne veut plus du pacte de 1966, si elle ne veut pas le respecter, c'est très très simple. Elle quitte, elle retire sa signature et elle va faire une partie de cartes avec Obama et avec la Corée du Nord. Ils se retrouveront entre systèmes tribaux. Très bien. Donc là, alors, pour finir, j'allais dire en termes de mobilisation,
nous, ce qu'on peut attendre en tout cas des citoyens, des musulmans en particulier, de la vie associative, des personnes engagées, c'est de soutenir la démarche de CRI avec Gilles Demers pour assigner donc les autorités françaises par voie d'huissier devant le Conseil d'État. Oui, voilà, c'est ça. Alors il faut bien comprendre que déjà les gens doivent s'imprégner de ces réalités en disant c'est absolument inacceptable que la France refuse de mettre en œuvre cette décision du 4 décembre 2012. Elle a l'obligation de le faire et c'est un comportement de voyou qui est de dire je ne respecte pas ce à quoi je me suis engagé. Voilà, ça c'est absolument inadmissible et au bout d'un moment c'est pas du droit, c'est quand même je dirais de la conviction morale de faire cela. Voilà. Alors nous on pousse cela par des arguments juridiques. Donc, m'appuyant sur les observations générales du comité, j'agis. Le comité dit que quand il y a une décision qui est rendue, elle oblige toutes les instances de l'État. C'est-à-dire que chaque instance de l'État, à son niveau, doit faire en œuvre que le droit soit modifié. Avec toute la diversité, tu comprends, parce que quand tu t'appelles Comité des droits de l'homme, tu t'adresses à 160 États sur la planète, donc autant dire que ce n'est pas un code de la route que tu donnes. Chaque pays a sa tradition, mais il dit, vous ne pouvez pas rester comme cela, faites comme vous voulez, mais bougez. Voilà. Et donc, toutes les autorités doivent faire des propositions, doivent s'impliquer. Donc, dans un premier temps, on fait une requête au chef de l'État, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, qui sont les autorités qui ont un pouvoir législatif pour revenir sur cette loi, l'abandonner, et puis revenir à ce qu'est la tradition juridique et universelle, et puis enlever cette espèce de gros bouton là qui n'est pas beau, qui est la loi du 15 mars 2004. Et également, on met copie au Conseil constitutionnel et copie au président du Comité des droits de l'homme pour lui dire la France fait des choses, mais dans la France, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On fait partir cela, on va attendre 2 mois. Parce que c'est la procédure. Si dans 2 mois, il n'y a pas d'initiative, bon, franchement, on n'est pas tombé de la dernière pluie, on sait qu'il n'y en aura pas, on va engager un recours au nom du CRI devant le Conseil d'État contre l'inaction du Premier ministre. Voilà. Et le Premier ministre, c'est l'agent d'exécution, c'est le patron d'administration, c'est lui qui a l'initiative, qui a beaucoup d'initiatives dans le pouvoir politique. On peut exercer en tout cas des recours contre lui, et il y a véritablement une abstention de l'administration à ne pas faire le nécessaire pour soumettre au Parlement une nouvelle loi. Après, le Parlement vote la loi qu'il veut, c'est autre chose, le Parlement. D'autant qu'elle n'a pas tenu compte de la décision de 2012 du Comité des droits de l'homme de l'inciter à revoir la loi. Exactement, c'est bien parce que il ne respecte pas la décision du 4 décembre 2012 qui posait le principe de revoir cette loi parce que cette loi conduit à des exclusions pour des élèves à qui il n'y a rien à reprocher, les exclus du système scolaire public. Alors qu'il n'y a rien à leur reprocher, c'est absolument indéfendable en droit. Le Comité des droits de l'homme, il a rendu une décision, mais qui était vraiment, je dirais, nette, carrée, en disant arrêtez vos histoires. Donc on dit au Premier ministre, tu dois respecter la décision du Comité des droits de l'homme. S'il ne le fait pas, recours au Conseil d'État, où il y aura donc toute l'argumentation nécessaire sur les obligations de l'État et sur le fait que quand on signe quelque chose, on est engagé. Et puis, si le Conseil d'État rejette notre recours, et à notre tour, nous irons devant le Comité des droits de l'homme en disant voilà ce qu'est le respect des droits fondamentaux par la République française. Et donc, il faudra arriver, tôt ou tard, à faire tomber cette loi qui n'a pas de contenu. D'accord. Donc là, effectivement, on rejoint une des préoccupations, une des revendications de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui, lorsque la loi a été votée, avec d'autres associations, à l'époque, CRI, effectivement, n'existait pas, mais on avait manifesté contre cette loi. Et depuis que CRI existe, depuis 2008, la première des revendications a dit qu'il faut abolir cette loi islamophobe, qui est une loi qui contamine et qui rend impossible la vie, particulièrement aux femmes musulmanes. Donc le dernier, j'allais dire, message que je serais tenté de lancer à travers cette vidéo, c'est de dire aux gens, les premiers concernés, c'est-à-dire les musulmans et les musulmanes, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme, aussi les associations militantes engagées sur l'exigence d'égalité de traitement dans cette République, de nous aider en tout cas à faire aboutir cette revendication. Et comme on sait toujours, le droit est une chose, l'opinion publique en est une autre, la mobilisation citoyenne, la mobilisation militante, associative est une autre, et il faut faire combiner les deux pour obliger en tout cas la France à abroger cette loi qui devient une loi, effectivement, comme a dit Gilles, c'est un véritable cancer dans la vie sociale et qui ne favorise pas du tout
la paix sociale, le vivre ensemble et la tranquillité et l'égalité des citoyens. Voilà, on compte donc sur vous pour signer cette pétition, on va la lancer sous forme de pétition, pour nous aider matériellement, concrètement, en donnant l'air de la guerre. On est dans la dimension financière, la dimension politique, la dimension médiatique, la dimension d'information. Donc on compte sur vous pour faire prendre de l'ampleur à cette initiative, comme on l'a fait pour la Cour pénale internationale, lorsqu'on voulait la saisir suite au massacre de Gaza, et on avait obtenu près de 500 associations et organisations qui avaient rejoint cet appel et qui avaient poussé d'une manière ou d'une autre. Donc on compte sur vous, et merci encore à Gilles d'être dévoué et d'être toujours prêt au combat pour ces causes, comme je l'ai dit, qui ne sont pas défendues à la juste valeur.